Bonjour. Alors nous allons aujourd'hui, comme vous le voyez, avec ce cours qui est consacré à l'hiver, nous rejoignons le cours naturel des saisons, puisque nous sommes en ce moment en hiver. Et nous avons vu la dernière fois, à l'occasion des séries sur la lune et les oies sauvages de l'automne, comment le compilateur du Wakan Roeishu, Fujiwara no Kinto, avait subtilement entremêlé les thèmes en faisant en sorte que les poèmes se répondent les uns aux autres, non seulement par des références explicites, mais aussi par des résonances cachées, avec les contextes non cités des œuvres. Ces résonances cachées fournissent la ligne thématique qui réapparaît de loin en loin, un support sémantique qui se renforce au fil des poèmes. Nous avons vu en particulier l'exemple de l'oie sauvage, des oies sauvages et des signes d'écriture, partis de l'imagerie poétique chinoise, mais portés à un niveau plus explicite grâce à l'homophonie japonaise du nom de cet oiseau, kari, karigane, gan, avec le terme signifiant provisoire, conditionnel, phénoménal, qui est le premier terme du composé signifiant le syllabaire japonais, kana, terme dont je rappelle qu'il figure dans le Sutra du Lotus lui-même. Je vous ai donné ici, à la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne, l'extrait du Sutra du Lotus, du chapitre 2 du Sutra du Lotus, les stances finales, où vous avez vraiment Tada. Alors, si on lit en sino-japonais d'ailleurs, c'est pour mieux voir, Tannike Myoji Indo Shujo. Et vous voyez, Tada, alors Kemyoji au motte, c'est-à-dire Kari no Myoji, et vous voyez que la suite des deux caractères ke et myo se dit kana en japonais, c'est ce qui est utilisé pour le syllabaire kana, et d'ailleurs le kana est parfois écrit aussi avec keji, n'est-ce pas? C'est-à-dire les deux possibilités de composer sont utilisées pour noter le mot kana, et c'est certainement l'origine de ce terme. Donc, les kundoku, les lectures japonaises du Sutra du Lotus, lisent le plus souvent cette expression kemyoji comme kari no myoji. Nous avons pu constater cet effet de retour qui fait que le détour par la langue japonaise vient redonner aux œuvres chinoises un sens sinon nouveau, du moins renforcé, et très nettement fléchi, comme ici, par la doctrine bouddhique. Car n'oublions pas que, outre ce rattachement direct et explicite à la lettre du Sutra du Lotus, le terme sino-japonais ke, kari donc, désigne la seconde des trois vérités du Tendai, ku, ke, chu, n'est-ce pas, la vérité, donc, la vérité sur la vacuité, sur la conditionnalité et la médianité. Et donc cette vérité ke sur la conditionnalité est identifiable au monde phénoménal. Nous avons vu l'an dernier dans notre lecture du traité de Kukai sur le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, Shoji Jisogi, comment cette dimension se situe dans ce que l'on peut bien appeler son système de représentation linguistique. Système qui est parfaitement illustré dans ce recueil-ci, le Wakan Roeishu, où nous voyons écriture et langue chinoise que l'on appelle mana, n'est-ce pas, par opposition à kemyo, les kana, mana, les noms authentiques, n'est-ce pas, qui correspondent à Shintai, c'est la vérité authentique. Donc nous voyons écriture et langue chinoise se prolonger et trouver dans leur réalisation au stade phénoménal qu'est le japonais un sens qui influe en retour sur la compréhension qu'aura alors le lecteur japonais des poèmes chinois. Dans le premier séminaire qui a eu lieu la semaine dernière, où nous avons lu la plus grande partie de la préface des glosses personnelles sur le Wakan Roeishu, le Wakan Roeishu Shichu de Shin-A, que vous avez ici, qui est un texte fait aux environs de 1161, d'après la date que l'on a sur le manuscrit, nous avons trouvé une présentation de l'origine des deux modes d'expression symbolique des deux nations, la chinoise et la japonaise, donc le waka d'un côté et le le kanshi de l'autre, présentation éminemment contrastée, bien que ce contraste soit livré tel quel à l'attention du lecteur, sans que l'auteur éprouve le besoin de s'y appesantir. L'origine du waka est attribuée, comme il se doit, nous l'avons vu déjà un nombre incalculable de fois, au dieu, et nous le reverrons encore souvent, au dieu Susanoo no Mikoto. C'est pas, quelque chose qui est, le premier waka est attesté à la fois dans le Kojiki et dans le Nihon Shoki.
donc tout au début du 8e siècle. Tandis que l'origine du quatrain de 5 pieds, le gogon zekke, ce n'est pas donné ici, mais vous connaissez, n'est-ce pas, gogon de 5 syllabes, donné comme emblème de la poésie chinoise, est attribué à Li Ling, le Ridio, que vous voyez ici aussi, général chinois du 1er siècle, contemporain du Suwu que nous avons vu l'an dernier. Vous savez, ce Suwu est le message transporté par les oies sauvages. Et lui aussi, Li Ling s'était rallié, alors plus volontairement, semble-t-il, que Suwu, mais la question est toujours débattue. Simplement, les deux sont contrastés. Il y a une iconographie chinoise très ancienne sur le dialogue de Li Ling et Suwu, n'est-ce pas, l'un restant chez les Xiongnu et l'autre rentrant finalement à la cour chinoise. Donc, il n'est pas besoin d'épiloguer sur ce contraste, n'est-ce pas? Un dieu d'un côté, vous avez un dieu d'un côté, un dieu du côté japonais, un dieu certes un peu remuant dans la mythologie japonaise, et de l'autre, ce qu'il faut bien appeler un traître, n'est-ce pas? Ce simple trait suffit à conférer à la poésie japonaise une légitimité suffisante aux lecteurs du pays, même si l'on imagine sans peine qu'elle n'impressionnerait que peu les Chinois s'ils en avaient eu connaissance. Mais nous comprenons mieux à travers ce contraste quelle peut être la fonction symbolique des waka qui viennent conclure les séries de poèmes de style chinois. Ils viennent conclure comme d'une voix céleste japonaise une suite de paroles et de poèmes venus de Chine ou modelés sur la langue chinoise. Cela est à mettre en rapport avec la postface de Jian que nous avons vue au premier cours, qui a été citée tout au début, donc, postface certes bien postérieure au Wakan no Reishu, et qui fut écrite à la suite d'une centurie de poèmes japonais faite par Jien à partir du Hakushi Monju, donc l'anthologie de Pochuyi. Nous allons voir aujourd'hui, dans la 4e saison, l'hiver, donc, des exemples de cette procession langagière qui révèlent en même temps que le fait de véhiculer des notions ou des messages pénétrés de doctrine bouddhique fait partie de cette procession, dont l'effet est de rehausser le japonais au niveau d'une langue religieuse, sinon sacrée, tout en restant quand même très discrète. La matière est très riche. Nous avons déjà vu, avec les 3 premières saisons, des exemples concrets d'enchaînement qui démontrent la façon dont Fujiwara no Kinto, le compilateur, joue sur les diverses dimensions des poèmes, y compris, voire surtout, sur les parties non citées des poèmes chinois et sino-japonais. J'essaye de distinguer donc les poèmes chinois, c'est-à-dire les poèmes faits par Pochuyi, Yuanzhan, etc., et de l'autre côté les poèmes sino-japonais, donc les poèmes composés en langue chinoise classique, mais par des auteurs japonais. Et on peut comprendre les deux catégories sous le nom de poèmes de style chinois. C'est un expédient que j'utilise pour ce cours. Donc, il joue sur les diverses dimensions des poèmes afin de fournir une ligne thématique qu'il est relativement aisé de suivre pour peu qu'on en accepte de la remonter à travers à la fois l'exprimé et le non-exprimé du recueil. Nous avons aussi vu et compris l'importance des waka, seules pièces poétiques, pratiquement les seules, données en leur intégralité dans le recueil, alors que les pièces de style chinois sont pour la plupart des fragments, des citations. Et ces waka apparaissent comme des conclusions ou des points d'orgue, comme je l'ai déjà dit à 2 reprises, au terme de chaque série. Avec ces exemples présents à l'esprit, il nous sera peut-être plus facile de survoler rapidement quelques enchaînements en faisant remarquer que les points saillants, avant que de suivre plus en détail des séries qui nous paraîtront particulièrement significatives dans la suite de ce cours. Je voudrais donc commencer, en sautant les préliminaires, si vous voulez, par ce poème japonais de Kinotsuda Yuki, que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Donc le préfacier du Kokinshu, et qui est d'ailleurs, ce poème est contenu dans le Kokin Wakashu aussi, dans le numéro 342. Donc il est dans ce que j'appelle la mini-série, c'est-à-dire une toute petite série à l'intérieur de l'hiver, consacrée à Seibo. Seibo, que les Japonais lisent parfois aussi Saibo, mais qui est une lecture mixte Kango,
il faudrait lire soit Saimu, soit Seibo, donc je propose la lecture Seibo, qui est la plus courante de toute façon. Seibo qui veut dire la fin de l'année, composé qui peut s'entendre aussi de façon plus ou moins métaphorique, au sens de au soir des années, au soir de la vie, à la fin de la vie, en fin de vie, comme on dirait maintenant. Il reprend un terme, le mot miroir, qui apparaît dans la citation précédente, celle qui précède celle de Kino Tsurayuki, donc la citation chinoise, qui est de Pochuyi. Nous ne la donnons pas ici, mais c'est un distique où la poète donne une double comparaison. Le froid courant du fleuve reflète la lune, pur, le fleuve étant pur comme un miroir, c'est ce que j'ai mis ici, n'est-ce pas? Sumeru koto kagami no gotoshi. Et le vent du soir, de l'autre côté, mêlé au gel, est aussi coupant qu'une lame, katana, to, n'est-ce pas? Katana o tsurugi no gotoshi. Nitari. Kinto reprend le poème de Tsurayuki, qui comporte donc le mot kagami, comme vous le voyez ici, même que comme Pochuyi en chinois, c'était le mot kyo, donc kagami. Et voici le poème que vous avez sous les yeux. Donc, ce n'est pas la peine que je le lise, vous avez la transcription aussi, que je pourrais traduire par quelque chose comme regret. Alors, ces traductions sont plutôt, aujourd'hui, sont plutôt vraiment. J'essaye d'être le plus littéral pour suivre les images, n'est-ce pas? Regret de voir ainsi, Oshikumu Adokana, regret de voir ainsi passer l'année, Yukutoshi, car en ce pur miroir, Masu Kagami, et le car reprend le homoeba, n'est-ce pas? Car en ce pur miroir, le reflet même que j'aperçois me fait penser au crépuscule. Kurenu to homoeba, ça me fait penser que l'année est finie et la vie est au soir. On comprend sans peine le double niveau du poème. Donc, je le redis d'un trait. Regret de voir ainsi passer l'année, car en ce pur miroir, le reflet même que j'aperçois me fait penser au crépuscule. On comprend sans peine le double niveau du poème. La fin de l'année amène le poète vieillissant à penser à la fin de sa vie, ce qui n'est pas très original. On relève aussi la correspondance verbale assez étroite. Masu Kagami, analysé en japonais comme Masumi no Kagami, c'est-à-dire Makoto ni sumu Kagami, reprend bien sûr le Sumeru koto Kagami no gotoshi de la citation chinoise, donc le miroir parfaitement pur, Masu Kagami. Le miroir, au-delà des métaphores bien connues sur le miroir de l'esprit, tels que les poèmes, ou de la pensée, n'est-ce pas, Shinkyo, Kokoro no Kagami, tels que les poèmes zen les ont divulgués jusqu'en Occident, ce miroir donc se retrouve souvent dans les poèmes à thème bouddhique comme révélateur de l'aspect phénoménal, tel que peut le découvrir quiconque s'y observe. En voici par exemple un de ces poèmes de l'illustre Fujiwara no Yoshitsune, pratiquement contemporain de Jien, que je vous donne ici encore dans les deux graphies, et que je lis. Le reflet que je voyais chaque matin en mon miroir, Kagami no Eni, comme il demeurait, ce reflet, en un vain monde. Le reflet que je voyais chaque matin en mon miroir, comme il demeurait en un vain monde. Ce poème est placé sous le thème de l'incité d'aspect, Nyose So. Je vous épargne les détails de cette doctrine, donc sur les 10 incités, mais ce poème illustre l'incité d'aspect, et vous voyez que c'est l'aspect phénoménal. Et on le voit ici reflété, si j'ose dire, comme chez Tsurayuki, l'idée selon laquelle l'image dans le miroir est la parfaite métaphore du phénoménal et du transitoire. On voit combien ce thème est lié au concept d'impermanence, Mujo, qu'il est l'un des motifs les plus facilement discernables du recueil de Fujiwara no Kinto, motif qui est bien sûr étroitement lié à la doctrine bouddhique. Mais nous allons voir que ce n'est pas le seul thème qui peut se ramener au bouddhisme, en observant la façon dont une série relativement longue de 10 poèmes, ce qui est quand même assez long dans le Wakan no Eishu. Nous avons vu qu'en général, vous avez deux, n'est-ce pas? Enfin, ça évolue autour de 2 citations chinoises, 2 citations sino-japonaises, 2 poèmes japonais, parfois 2, 3, et il est rare que l'on ait, comme ici, jusqu'à 10 poèmes. C'est tout à fait singulier. Donc,
qui évolue bien sûr du chinois et du sino-japonais au japonais et au hakka. Cette série a pour thème la neige, ce n'est pas étonnant, l'hiver, et commence par une citation d'un poème de Shieguan, chacun en japonais, dont on ne sait que peu de choses, sinon qu'il vécut sans doute à la fin de la dynastie Tang, dans la seconde moitié du IXe siècle, donc postérieure à Po Chuyi. La citation est tirée d'un poème consacré à la couleur blanche. Le titre à la dernière ligne, n'est-ce pas, Hakufu ou Shironofu, dont on ne possède pas le texte entier. Je vous donne donc ici la transcription et les caractères. Je vous lis simplement ma traduction. Vous voyez que les deux lignes commencent par le complément de temps, Akatsuki Yoru, n'est-ce pas? Donc deux comparaisons sont menées sur chacun des deux vers. À l'aube, quand j'entre au jardin de Liang, la neige recouvre les montagnes. Au soir, quand je monte au pavillon du duc Yu, la lune brille sur 1000 lieues. N'entrons pas dans les allusions chinoises, dont se délectent les commentateurs anciens et modernes. Et je vous ai déjà dit que les commentateurs s'attachent principalement à expliciter la lettre de ces poèmes et pas le contexte ni les relations entre les différents poèmes, ce qui est un peu frustrant. Et ne retenons que l'image d'ensemble, soutenue par le titre du poème. Par-delà la neige, c'est l'omniprésence de la couleur blanche qui est célébrée. Pas la neige, vous voyez, c'est... Et nous allons voir que ce thème ainsi annoncé sera repris et d'une certaine façon accompli dans le dernier poème en japonais. À partir de cette ligne directrice, nous pouvons voir plus rapidement les pièces qui mènent à la conclusion. Donc la couleur blanche qui est ici donnée par à la fois fait songer à la neige d'un côté et à la lune de l'autre, la couleur blanche argentée de la lune. Donc c'est la réalisation d'un principe abstrait sur deux choses concrètes, mais qui sont à la fois imaginées par le poème. Le poète, puisqu'il s'agit de réminiscences historiques. La seconde citation est de Po Chuyi, extraite d'un poème de 20 vers adressé à son ami Yuan Zhen. Il est donc assez long, même très long pour un poème chinois. Mais nous allons en voir un tout à l'heure encore plus long de Michizane, mais c'est une autre histoire. Mais dans la partie non citée ici, nous trouvons un vers très suggestif. C'est celui qui est donné entre parenthèses ici, n'est-ce pas? Vous voyez que... Alors, Heimei veut dire à l'aube, Sansetsu, n'est-ce pas? Yamano Yuki, Sansetsu no Shiroki Koto, Moko Nari. C'est Moko Nari. Donc, à l'aube, la neige sur les monts se confond en blancheur. Ou le terme de confusion, les deux derniers caractères, moko en japonais, moru en chinois. Donc, ce hors-texte, n'est-ce pas, qui n'est pas dans le recueil, dans le Wakan no Eishu, ce hors-texte annonce aussi la conclusion. Et vous voyez qu'il faut aller chercher hors de ce qui est donné dans le recueil même pour trouver le thème fondamental qui est derrière la neige, c'est la confusion des sens. Donc les connaisseurs le connaissent, le comprendront, mais pas le lecteur qui ne prend que l'enchaînement explicite. La citation, dans sa description éthérée de la nature, la citation qui est donnée ici, laisse de côté tous les signes de présence humaine qui sont si importants dans le poème original de Po Chuyi, n'est-ce pas? Nous retrouverons la même chose tout à l'heure. Ces poèmes vont bien plus loin que la simple description mignarde, pourrait-on dire, de la nature. Il y a une dimension sociale qui est ici gommée. Alors, voyons cette citation, n'est-ce pas, qui est ici, donc, de la Voie lactée, la poudre, c'est Suna, n'est-ce pas, Isago en lecture plus littéraire, de la Voie lactée, la poudre argentée, puisque Gin, n'est-ce pas, no Isago, inonde, Minagiru, déborde sur 3000 lieues. Du mont des pruniers, Baere,
du mont des Pruniers, les fleurs se déploient sur 10 000 arbres. Littéralement 10 000 troncs, mais ce n'est pas très joli en poésie. Sur cette citation aussi, nous en resterons à cette image, dans ce poème consacré à la neige, et qui doit donc être lu à la lumière de l'adjectif moru, mokotaru, mono. Le flou de la perception fait que la neige est vue comme poussière tombée de la Voie lactée et comme fleurs de prunier qui s'épanouissent. Alors que dans la citation précédente, nous avions affaire à deux illustrations réelles, concrètes de la couleur blanche avec la neige et la lune. Vous voyez que le sens de la comparaison est inversé ici, puisque c'est la neige qui est le point de départ. La troisième citation est aussi de Po Chui, d'un quatrain dont le dernier vers reprend l'allusion à l'empereur Liang vu plus haut. Nous n'avons pas à nous y arrêter. Mais voyez, alors excusez-moi, je crois que oui, je crois que je l'ai oublié, mais c'est pas très grave. Je vais vous le lire ici. Yuki gabo ninite tobite sanansu. Littéralement, la neige gabo gacho no mo, n'est-ce pas? Gacho no ke gabo, le mot se lit ici bo, n'est-ce pas? Sanansu. Ensuite, shito kakusho kite tachite haikaisu. Donc, je vais d'abord vous lire la traduction. La neige, comme du duvet d'oie, gabo, gacho no ke, comme du duvet d'oie, volette et partout se disperse. Tobite, tonde, sanansu. Les gens, shito, couverts, n'est-ce pas, kiru, kaburu, n'est-ce pas, les gens couverts d'un manteau de plumes de grue, d'un manteau de plumes de grue, kaku, n'est-ce pas, tsuru, donc tsuru no koromo kite, tachite, dressé. Évidemment, le verbe tatsu ici évoque les grues, n'est-ce pas, et haikai suru, les gens perdus dans la neige, n'est-ce pas, font penser à des grues qui se promènent le long des grèves. Donc, je suis désolé, le texte n'est pas là. La neige donc est comparée en elle-même à du duvet d'oie porté par le vent, et elle pare les humains d'un manteau aussi blanc que le plumage des grues. Affublés de cette parure, les gens ressemblent d'autant plus à ces volatiles qui vont et viennent sur la grève. Après ces trois citations de poèmes chinois, nous abordons à présent une suite de 4 citations sino-japonaises, ce qui est plutôt rare dans le recueil, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première est extraite d'un fu, donc ce genre poétique dont nous avons vu quelques exemples et qui est parfois traduit par rhapsodie par les anglo-saxons. Donc c'est un texte en prose rimée, un genre assez difficile pour les Japonais, mais qui fut largement cultivé pendant la période de Heian. Il est conservé, celui-ci, dans le Honsho Monzui, dont nous avons déjà vu la grande anthologie des poèmes et des textes en sino-japonais, justement pratiquement, pas très loin du Wakan Roeishu. Et celui-ci est l'œuvre de Kino Haseo, mort en 912, poète bien représenté dans le Wakan Roeishu et qui est un disciple de Sugawara no Michizane. Il fut docteur ès-lettres et suivit le cursus honorum universitaire, pour ainsi dire, du Daigakuryo, en se voyant aussi confier le soin de compiler le second recueil des poèmes de Michizane. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment au cœur de la vie poétique sino-japonaise. Nous serons ici encore obligés de sacrifier le contexte de cette rhapsodie, consacrée à la neige de printemps, ainsi que vous le voyez, Haru no Yuki, ce qui est un nouvel exemple du décalage temporel auquel se livre souvent le compilateur pour les besoins de son propos, souvent non explicités. Ici, c'est le printemps, mais nous sommes dans la section de l'hiver. Le texte, qui joue sur le caractère ambigu d'un paysage de printemps couvert de neige hivernale, mais cependant pas aussi envahissante qu'elle l'eût été en hiver, puisqu'il est dit par ailleurs, ça n'apparaît pas ici, qu'elle a à peine un pied de profondeur. Mais vous verrez que c'est un détail qui réapparaît. Donc
ce texte peut déjà, en ce sens, être considéré comme prolongeant l'atmosphère de confusion suscitée par les premiers poèmes. Mais nous voyons de plus que le passage choisi par Quinto est aussi dans la droite ligne des précédents, avec une série de comparaisons que l'on peut aussi considérer comme des confusions. Il faudra revenir là-dessus. Mais... Alors voici, je vous donne les deux. Adoiwa, la seconde ligne commence par le caractère mata, mais qu'on lit ici Adoiwa. On aurait pu le lire mata d'ailleurs, ça n'aurait pas fait grande différence. Alors, la neige, disons, l'activité de la neige est divisée en deux, avec les deux parties du poème. Une partie de la neige portée par le vent ne reviendra plus, kaeraz, tel le battement d'ailes d'un vol de grue, la première partie donc, la neige qui s'envole fait penser aux grues, et une autre encore, Adoiwa, n'est-ce pas, subsiste à la clarté du jour, Hare ni nao no koru, n'est-ce pas? Hare ni natalite, donc la clarté, à la lumière du soleil. Nao no koru, elle reste encore, elle demeure, ce n'est pas comme l'autre, Kaerazu, qui est parti sans retour. Et on se demande, Utagarakuwa, n'est-ce pas? On se demande si c'est un tissu de duvet de renard. Alors la neige qui s'envole, emportée par le vent, est donc comparée aux grues qui partent en migration, tandis que celle qui s'accumule et subsiste malgré le soleil évoque chez le poète une fourrure faite du poil blanc des aisselles de renard. Mais c'est un peu difficile de traduire dans un poème, de parler des aisselles, même de renard, dans un poème, c'est pour ça que je l'ai supprimé. Mais vous voyez bien, encore une fois, c'est à la fois une comparaison, mais vous avez Utagao, n'est-ce pas? Utago Raku, vous vous souvenez de ce poème de Lippo, n'est-ce pas, sur Seiyashi, les pensées par une nuit tranquille, où il voit le reflet de la lune au pied de son lit, et il se demande, Utagao, il se demande si ce n'est pas du givre, shimo. Donc c'est à la fois comparaison et confusion. La citation suivante, la cinquième de la série, et la seconde sino-japonaise, est d'un poème attribué à l'empereur Murakami, donc mort en 967. Qui a, semble-t-il, ce poème disparu par ailleurs. Tiré d'un poème intitulé « Première neige au bord de l'étang », on y retrouve des élaborations d'images voisines sur les effets de la neige. L'un est d'ordre physique, et l'autre, ou plutôt optique, et l'autre psychologique. Ce Tsubasa wa gun etaru ni itari. Alors, je traduis d'abord, ensuite on fera le mot à mot. Des ailes, elles paraissent en provoquer un attroupement pour les grues qui demeurent sur la rive. Le cœur, il est prêt de bondir d'enthousiasme pour celui qui propulse à la perche son esquif. C'est bien sûr le verbe ressembler, nitari, qui est central dans ce poème. Le poète se mettant en quelque sorte à la place des grues pour être trompé comme elles par la blancheur de la neige au point de voir un attroupement d'ailes blanches, n'est-ce pas? Gun o uru koto ni nitari, les brumes croient voir, les grues croient en voir d'autres, n'est-ce pas? Donc un attroupement d'ailes blanches de leurs congénères. En même temps que cette empathie animale, le poète ne peut comparer son exaltation qu'avec celle qui est rapportée dans une anecdote littéraire que Eisai, entre autres, résume, et que nous résumons encore plus après lui. L'anecdote étant qu'un ermite lettré, apercevant par une nuit de pleine lune le paysage enneigé, est si transporté d'émotions esthétiques, kyo, n'est-ce pas, qu'après avoir salué cette beauté en vidant un cruchon de vin, il pense brusquement qu'à quelques lieues de là fait étape un groupe de ses amis. Alors on imagine l'état dans lequel il est, et il monte aussitôt dans sa barque, et maniant vigoureusement la perche, il descend le fleuve pour faire honneur à cet instant d'exception. Las, lorsqu'il arrive, le jour commence à poindre, et l'enthousiasme s'éteint, sans doute en même temps que les effets du vin, si bien qu'il s'en retourne sans même avoir rencontré ses amis, dont il était pourtant arrivé tout près. C'est un modèle d'anecdote littéraire, érémitique et littéraire qu'on retrouve assez fréquemment dans la littérature chinoise. Nous retrouvons ici ce rappel constant du besoin qu'a le poète, en Chine comme au Japon, et dans tout l'Extrême-Orient sinisé, de partager son émotion avec un ou plusieurs compagnons. Et nous avons déjà vu que la lune est la médiatrice de cette rencontre de sentiments lorsque la séparation physique empêche la communion.
La 6e citation, la 3e sino-japonaise, est de Sugawara no Michizane, extraite d'un 8-1, intitulé Face à la neige dans un gîte. Alors, kakkyo, n'est-ce pas? Kakkyo, mais c'est kakkyo ou kaksha, yuki ni mukao. Il est conservé dans le recueil de Michizane, n'est-ce pas, le Kanke Bunso. Nous nous cantonnerons à la citation elle-même, non sans remarquer cependant, encore une fois, le travail que je pourrais appeler de nettoyage social effectué par le compilateur, qui écarte à chaque fois, d'une façon que l'on peut qualifier presque de systématique, tout ce qui, dans les poèmes qu'il mentionne, pourrait rappeler trop explicitement les aspects moins esthétiques de la vie humaine, comme ici la sécheresse et la famille, mentionnées par Michizane au dernier vers, lorsqu'il forme le souhait que ces fléaux soient l'an prochain épargnés au pays. Alors qu'en une nuit, un pied de neige s'est accumulé sur la ville. Bon, il ne faut pas en tenir exclusivement rigueur à Quinto, puisque, comme on l'a vu, la plupart de ces citations étaient des citations trouvées sur des éventails, des paravents, n'est-ce pas? Des paravents plutôt que des éventails. Et il y avait eu déjà un tri tout à fait orienté qui s'était fait avant lui. Et lui est, semble-t-il, la source principale de ces citations, c'est celles qui sont recueillies en témoignage de popularité, donc dans les divers supports d'écriture, de calligraphie. Il faudrait malgré tout rappeler, pour ce qui concerne le sous-texte, que l'un des vers, qui est celui que je donne ici, n'est-ce pas? Alors, Odorokite ginpun o mite, ou omiru ni boushi ni mitsu. Étonné, je regarde la poudre d'argent qui recouvre les toits de chaume. Et vous remarquez le pied, un pied de neige, n'est-ce pas? Yuki Ishaku rappelle le poème chinois qui n'est pas le vers qui n'est pas donné dans le poème chinois de tout à l'heure aussi. Vous voyez encore une fois le courant souterrain de correspondance que nous avons ici. Donc, étonné, je regarde la poudre d'argent qui recouvre les toits de chaume. Et évidemment, ce vers rappelle directement le sable argenté de la Voie lactée, n'est-ce pas? Ginga no Isago, que nous avons vu tout à l'heure, de Pochuyi. Et la citation est ici. Debout au bord du jardin, il est en train de contempler, ma tête prend le plumage de la grue. Assis auprès du foyer, mes mains ne se gerceront pas comme la carapace de tortue. Le dernier caractère que fuki, n'est-ce pas? Ne pas tortuer, est lu kangamaru, qui est un mot qui n'est pas lexicalisé dans les dictionnaires de langue, même de langue classique, mais qui veut dire se gercer, c'est-à-dire prendre l'apparence ridée des carapaces, rayée des carapaces de tortue, n'est-ce pas? Donc le trait d'humour de Michizane est évident dans le second vers, donc, où il évoque la tortue, quoique dans le sens trivial de gerçure, afin de mettre ce symbole de longévité et de prospérité aux côtés de son homologue, la grue, avec le motif tsurukame, comme auspice de bon augure. L'humour est renforcé par la forme négative du verbe. La grue comme la tortue sont absentes en réalité. La première étant illusion, la tête comme une grue, c'est-à-dire la tête couverte de neige, donc qui lui fait penser au plumage de la grue. Donc la première est illusion, et la seconde étant effacée par le feu. Il n'y a pas de gerçure. Inutile d'insister davantage. Malgré l'absence de mots de comparaison comme ressembler, douter, comme, etc., ainsi qu'on l'a vu plus loin, on voit bien qu'il s'agit encore de comparaisons fondées sur des illusions d'optique, pourrait-on dire. Avec les vers suivants, 7e citation, et la 4e sino-japonaise, donc 7e citation de style chinois, nous retournons aux concubines célèbres, dont nous avons déjà vu plusieurs exemples dans les différents précédents cours, en même temps que nous effectuons une sorte de chiasme de saison, puisque le personnage de la favorite Ban Jieyu, n'est-ce pas, Han Shouyo en japonais, qui est morte en 6 après Jésus-Christ dans la première dynastie Han,
et qui avait perdu l'affection impériale au profit d'une autre. Donc ce personnage avait déjà été mentionné dans un poème d'été du Wakan no Reishu. Nous ne l'avons pas vu, alors que celui-ci, comme allusion littéraire d'origine, se réfère à l'automne. Cela n'est pas très important. Ce qu'il est pour l'enchaînement des images et des idées, c'est que déjà dans le poème qui est attribué à Pan Cheyu, à la concubine Pan, le poème intitulé Enka Ko, n'est-ce pas, le chant du ressentiment, Urami no Uta, nous trouvons une suite de comparaisons que je vous donne ici. Je vous donne simplement donc la troisième ligne, n'est-ce pas, une ligne de comparaison qui est fraîche et pure comme le givre et la neige, ronde comme la lune, n'est-ce pas, donc, qui est une description de son physique. Et expressions qui sont condensées dans l'expression japonaise Dansetsu no Oogi, donc l'éventail rond comme la lune, blanc comme la neige, devenu métonymie de la ban, si l'on peut dire. À cet amas de rappels vient s'en ajouter un autre, que nous verrons après avoir traduit la citation, non sans avoir rappelé, encore une fois, qu'elle provient d'un poème qui ne nous est pas parvenu en entier, de Tachibana no Aritsuna, brillant lettré du Xe siècle, qui eut pour disciple l'illustre Minamoto no Shitago, que nous avons déjà évoqué. Devenu religieux de l'école Tendai, il prit le nom de Songyo, que vous avez à la dernière ligne. Et cette citation donc, a pour thème la neige, vous voyez, Yuki o Daisu, ou Dainisu, et je vous en donne la traduction ici. La couleur de l'éventail d'automne, au gynécée de la dame Ban, le son du koto nocturne à la tour du roi de Chu. Le second vers fait allusion à un roi des royaumes combattants réputé pour son talent à la cithare chinoise, le Chin, le koto. Nous ferons une brève synthèse des commentaires anciens japonais pour dire simplement que parmi les airs où ce roi excellait, il en était un du nom de tourbillon de neige, Kaisetsu, n'est-ce pas, Meguru Yuki, Kaisetsu no Kyoku, si bien que la neige qui tombe sous les yeux du poète lui fait entendre l'air que le roi jouait autrefois sur la tour de l'orchidée Rantai Ran no Utena. La neige évoque ici certes des souvenirs historiques, mais aussi une confusion des sens, couleur et audition, encore que certains commentateurs modernes laissent entendre que c'est le bruit soyeux de la neige glissant des feuilles qui puisse suggérer le koto. Mais les commentateurs anciens ne semblent pas le dire. Nous voici arrivés au terme de l'enchaînement chinois et sino-japonais sur la neige. Nous avons vu que par-delà le simple motif météorologique, le compilateur a soigneusement agencé les vers de façon à suggérer non seulement des comparaisons poétiques qui se mêlent aux souvenirs historiques, tous chinois d'ailleurs, ce qui est important pour la suite immédiate de la série, mais aussi de véritables illusions d'optique. La neige est certes l'éventail, le chant du koto, mais aussi le plumage des grues, qui peut tromper jusqu'aux autres oiseaux, la clarté lunaire, la fourrure du renard, la poussière d'étoiles. On le comprend donc bien, Kinto ne veut pas distinguer entre comparaison et confusion. Cet esprit de confusion des sens, et il faut encore garder en mémoire le mot descriptif, moko, en hors-texte dans le poème de Pochuyi, comme nous avons vu plus haut, que le lecteur est invité à présent à lire les 3 poèmes japonais qui closent la série sur la neige. Et nous allons voir que leur choix n'est pas anodin. Le premier est conservé dans le recueil des glanures poétiques, Shui Wakashu, dans la rubrique de l'hiver cette fois, et est l'œuvre de Minamoto no Kage Akira, dont nous savons fort peu de choses, sinon que 6 de ses poèmes sont conservés dans cette anthologie, et un dans le Shinkokinshu. Si son poème, on va le voir, est plutôt léger, sa place est significative. En premier, je vous le lis, je vous lis la traduction. À la capitale, nous la trouvons si étonnante, Mezurashikumiru, cette première neige. Mais à Yoshino, elle sera déjà tombée, Furin Nikeru kana. Dans les collines de Yoshino, les monts de Yoshino, près de Nara, lieu réputé pour la splendeur de ses paysages hivernaux comme pour la floraison des cerisiers au printemps, la neige a dû tomber depuis longtemps. Et ceux qui ont eu la chance de la contempler
ne feront que peu de cas de la première chute de neige qui vient étonner les habitants de Heian-kyo de Kyoto. Poème, on le voit, assez superficiel, tout empli du sentiment d'importance du courtisan qui regrette de ne pas avoir de quoi faire un poème étonnant. Mais pour Kinto, il joue le rôle d'une sorte de poteau indicateur qui nous montre le chemin hors de la capitale, hors du microcosme courtisan. Le second poème permet au lecteur de poursuivre le voyage vers Yoshino, mais en passant par l'ancienne capitale, Nara. Recueilli dans le Kokinshu, sous la rubrique de l'hiver, et œuvre de Sakanoue no Korenori, mort en 930, qui fut l'un des Sanjuroku-kasen, n'est-ce pas, l'un des 36 immortels de la poésie, et qui a un poème dans le Hyakunin Isshu. Ce poème s'énonce ainsi. La neige blanche au mont de Yoshino, la profonde. Bon, pour ce qui est de la traduction de Mi-Yoshino, c'est assez délicat, on traduit souvent par la belle, le beau site, les beaux monts de Yoshino, c'est Yoshino la profonde, mais il ne faut pas oublier quand même le sens de Mi, au sens de auguste, sacré, qui est rarement pris en compte par les traducteurs, surtout les traducteurs anglo-saxons, mais qui est important pour ce que je vais vous expliquer après, enfin, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, la neige blanche au mont de Yoshino la profonde, si on l'écrit avec Fukashi, a dû s'accumuler, et certes incomparable sera le froid au vieux pays, Furusato. Ici, le vieux pays désigne Nara, l'ancienne capitale. Comme précédemment, le poète suppose que le temps est bien plus rigoureux hors de la cité de Heian, à mesure que l'on se rapproche des illustres collines. Le contraste entre Miyako du premier poème et Furusato ici marque la distance que prend le compilateur et qu'il fait prendre à son lecteur. Nous ne pouvons que remarquer que si la neige est bien là, il n'y a en revanche aucune allusion à un quelconque dérèglement de la perception. Nulle comparaison, nulle métaphore, de simples remarques presque banales. Il a dû neiger à Yoshino, il doit y faire très froid. Le troisième poème japonais, le 10e et dernier de la série sur la neige, en revanche, nous replonge dans le tourbillon de confusion qui avait été soigneusement préparé par les citations chinoises et sino-japonaises. Il est même assez singulier que Kinto ait mis consécutivement 2 poèmes sur Yoshino qui n'y fassent nulle allusion à la confusion des sens, tant ils sont nombreux. On ne peut voir là qu'une intention délibérée de sa part, puisque tout était annoncé dans ce sens. Mais le troisième poème, donc, rétablit la continuité, d'une certaine façon. Œuvre de Kino Tomonori, qui est mort vers 904-907, nous l'avons déjà vu. Nous avions déjà vu d'ailleurs une de ses pièces sur les oies sauvages porteuses d'un message, qui rappelait l'histoire de Suwon. Il nous donne ici une image bien connue. La neige est tombée, bien connue dans le contexte de Yoshino d'ailleurs, mais vous allez voir le petit, en anglais on dirait le petit twist à la fin, la petite distorsion. La neige est tombée, et sur chaque arbre se sont épanouies les fleurs. Comment, pour les cueillir, distinguer les rameilles de prunier? Nous voyons avec quelle subtilité, Kinto a préparé le lecteur à se replonger dans le monde des illusions d'optique en invoquant d'abord par 2 fois le nom de Yoshino, puis dans le 3e poème où arrive la confusion qui poursuit celle décrite dans les poèmes de style chinois. Ce ne sont pas les cerisiers sous la neige de Yoshino qui sont évoqués, mais des fleurs de prunier, lesquelles sont le plus souvent roses, me semble-t-il, avec lesquelles on confondra les rameaux couverts de neige. Il prend certes en ce sens le lecteur à contre-pied, mais nous n'avons pas à avoir de doute sur le fait que c'est bien l'évocation du site de Yoshino qui prépare cette illusion. Comme on le sait, et comme je l'ai déjà dit, les collines de Yoshino ont une double signification poétique, qui nous apparaissent comme complémentaires plutôt qu'opposées, pour des raisons précises qui découlent de ce que nous allons voir. Le site est d'abord un lieu d'éveil, dojo, Michino-basho, un lieu d'ascèse pour les adeptes du bouddhisme. Et l'on sait que c'est un haut lieu de pratique pour le Shugendo, ces ascètes montagnards qui se réclament d'un fondateur presque légendaire, Enno Gyoja, au 7e siècle, qui avait pratiqué aussi dans la région, est à l'origine du monastère de Kimpusen, Kimpusenji, le plus ancien site du Shugenzo.
Nous avons l'évocation de cet aspect dans un poème célèbre de Mibu no Tadamine, aux environs de l'an 900, conservé dans le Kokinshu, lui aussi sous la rubrique Hiver. Le voici, n'est-ce pas? Et Mi Yoshino, qu'on pourrait peut-être ici traduire justement par l'Auguste Yoshino, voire le Yoshino la Sainte, se frayant un chemin dans la neige blanche des monts de Yoshino, celui qui est parti, depuis n'a donné nulle nouvelle. C'est aussi par conséquence le lieu loin du monde où l'on rêve de s'isoler, comme dans cet autre poème du Kokinshu, d'auteur inconnu. Je ne vous donne pas les transcriptions, elles sont très simples. Enfin, Mi Yoshino no Yama no Anata ni Yadomogana Yono Ukitoki no Kakurenga Nisem. Si je pouvais, par-delà les monts de Yoshino, Jité, faire mon gîte, Yado, des vicissitudes du temps, Ukiyo, Yono Ukitoki, des vicissitudes du temps, j'en ferai mon refuge. Si je pouvais, par-delà les monts de Yoshino Jité, des vicissitudes du temps, j'en ferai mon refuge. Il faudrait d'ailleurs lire toute la série de poèmes de cette sous-rubrique consacrée au retrait du monde, dans le Kokinshu. Parce que c'est un lieu de pratique et d'éveil, Yoshino donne aussi à celui qui les contemple, les monts, l'occasion de s'y adonner à une expérience qui est à la fois révélatrice de la nature du monde phénoménal et de la nature de l'esprit éveillé. Cette expérience est fondée précisément sur la confusion des sens. Le point de départ en est une image poétique plusieurs fois répétée dans le Kokinshu. N'en donnons ici qu'un seul exemple, qui est le second ici, dans la rubrique Printemps, un poème de ce même Kino Tomonori, justement celui que nous venons de voir, n'est-ce pas, comme le dernier de la série sur la neige du Wakan de Roeishu. Donc, ce même Tomonori parle ici de Yoshino. Au mont Altier de Yoshino, Mi-Yoshino, je traduis ici, Altier. Au mont Altier de Yoshino, elles y sont écloses, Sakedo, les fleurs de cerisier, Sakurabana. Yukikato no mizu, ayamata rekeru. Alors là, vous avez vraiment ayamatsu, n'est-ce pas, se tromper. Yukikato no mizu, tonomizo, ayamata rekeru, ayamachinu, n'est-ce pas. Donc, au nom altier de Yoshino, elles y sont écloses, les fleurs de cerisier, et moi qui les ai prises pour la neige qui tombe. Vous voyez, dans le poème 60 du Kokinshu. Nous voyons ainsi que la boucle est bouclée avec la série des 3 poèmes japonais sur la neige. Le dernier poème de Tomonori, bien qu'il ne concerne pas explicitement Yoshino, ne peut qu'être relié à celui-ci par le lecteur averti. Il ne peut s'agir d'une coïncidence, d'autant plus qu'il s'agit du premier poème sur Yoshino qui survient dans le Kokinshu. Quant à la leçon bouddhique de cette confusion des sens, elle est qu'elle ne peut mener qu'à la réalisation de la nature du monde, et donc à l'éveil. Cette leçon sera tirée plus tard par Jien, c'est le dernier poème que je vous donne ici, dans ce poème, qui est comprise dans les poèmes sur les 10 incités de Jien. Je ne reviens pas sur ce texte. Les voici donc. Yoshinoyama, Kumoka Hanakato, Nagamekemo. Ensuite, Yosome wa Anaji, Kokoro Narikeri. Il y a quelques petits problèmes textuels. Je prends ici ce qui me semble la meilleure lecture, plutôt que Kokoro wa Onaji, Kokoro Narikeri, qui serait quand même bien maladroit. Et je préfère donc la lecture Yosome wa Onaji, Kokoro Narikeri. On comprend pourquoi l'hésitation de la tradition textuelle, parce que le sens de Yosome est ici un peu particulier, mais il est bien attesté dans les dictionnaires anciens. Alors, aux collines de Yoshino, on aura pu contempler des nuages ou des fleurs, en se demandant si ce sont des nuages ou des fleurs. Donc, aux collines de Yoshino, on aura pu contempler des nuages ou des fleurs. Dans la diversité des regards, c'est un cœur identique. Yosome, diversité des regards. Notre moine affirme ici l'unicité noétique, la pensée ou conscience universelle qui est au-delà de la diversité phénoménale. Cela ne nous étonnera pas après notre lecture du traité de Kukai, qui ne disait pas autre chose, et nous permet de comprendre pourquoi cette confusion des sens est elle-même libératrice, car la contemplation poétique
et de même efficacité que la contemplation bouddhique, Utanomichi et Hotokenomichi. Nous n'irons pas plus loin dans l'élucidation de cette série sur la neige, mais je pense que l'on a vu comment les citations de style chinois préparent soigneusement la conclusion qui est donnée par les poèmes japonais, eux-mêmes habilement gradués, à la fois exprimant et soustrayant, pour donner finalement un tout étroitement agencé que l'on peut lire et relire en découvrant à chaque fois de nouvelles facettes dans l'imbrication des poèmes, du vocabulaire et des allusions. Nous ne pouvons quitter cette dernière rubrique sur l'hiver du premier livre de Wakando Eishu en omettant la toute dernière série, très brève, puisqu'elle ne comprend que 4 pièces, 2 citations de style chinois et 2 waka. Cette mini-série, si vous voulez me passer l'expression, est mise sous l'appellation de Butsumyo, les noms de Bouddha. Bouddha étant ici au pluriel. Cela fait allusion à un rituel bouddhique appelé Assemblée des noms de Bouddha, Butsumyoe, que l'on appelle encore parfois Sangye, n'est-ce pas, Sangye, Zangye en lecture plus répandue, Sangye, l'assemblée de pénitence, qui est fondée sur la récitation du sutra intitulé, celui que vous avez ici, n'est-ce pas, Sudra des noms des 3000 Bouddhas des 3 âges, le Sango Sanzen Butsu Myokyo, en 3 volumes. Il y en a plusieurs versions, les plus répandues étant en 4 livres d'un côté et en 12 livres de l'autre, dans lequel est exposé que la récitation de cette litanie des noms de Bouddha du passé, du présent et du futur, effectuée chaque année, à la fin de chaque année, pendant 1 ou 3 nuits, souvent 3 nuits, surtout si c'est la version en 12 livres, à partir du 19e jour du 12e mois, permet d'effacer les péchés commis au long de l'année, péchés tsumi. Je traduis tsumi par péché pour plusieurs raisons et, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, mais ça a la même fonction que le péché dans la tradition chrétienne. Il n'y a pas de raison d'essayer d'éviter le mot. On peut comprendre donc que cette promesse d'effacer les péchés suscite l'intérêt. Et cette cérémonie fut instituée au Japon aux environs de 830 au palais impérial. Elle se propagea dans les provinces, dans les temples des provinces, pour se poursuivre jusqu'à la fin du Moyen-Âge japonais, jusqu'à l'époque Muromachi, et légèrement au-delà. Étroitement lié au rite de fin d'année, il était judicieux de clore par son évocation le livre des 4 saisons. Mais de ce fait même, l'ensemble du livre gagne une coloration bouddhique dont nous avons déjà constaté la présence discrète mais indéniable. Il y aura lieu de se demander, d'ailleurs, vous voulez me pardonner cette marotte, mais elle va revenir de temps à autre, il faudra donc se demander si l'adjonction de cette série à la fin du premier livre nous permet de comprendre le petit mystère du dernier sous-titre du recueil, qui est Haku, n'est-ce pas, Shido, mystère que nous avons déjà abordé dans la présentation générale, sur laquelle je reviendrai. La première des 4 citations est donc de Pochuyi, extraite d'un quatrain intitulé « Envoi plaisant, Tawamureni », qui n'est pas donné dans le titre ici, mais dans le titre le plus répandu, au lieu de Ken, le caractère Ken que vous avez au premier, vous avez Tawamure, n'est-ce pas, en plaisanterie, par jeu. Envoi plaisant à un vieux moine qui exécute un rite avec les sutras. Kyo Rais. La citation représente les 2 premiers vers de ce quatrain. Un brasero pour l'encens, ro, n'est-ce pas, chido, un petit brasero. Une coupelle pour la lampe. Sa tête chenue, en pleine nuit, a récité le sutra des noms de Bouddha. Vous voyez que un seul brasero, une seule coupelle pour faire brûler la lampe, ce n'est pas grand-chose. Et le dernier distique nous aide à comprendre pourquoi il s'agit d'un poème plaisant. Je le donne ici, n'est-ce pas? Izure no Toshinika. Alors là, ici, vous avez quelque chose qui est difficile à traduire, à lire en lecture japonaise. Il vaut mieux lire Injakusu, n'est-ce pas? Injakuseshi, Shoumon no Sake, Seimon no Sake. Alors, en quelle année boit-il le vin
par ce gosier sonore. Seemon, c'est la porte, sont les cordes vocales en quelque sorte, la porte de la voix, n'est-ce pas? Donc cette litanie de nom de Bouddha sort par la porte de la voix, bien sûr, mais y entre aussi le vin. Et en quelle année? Est-ce le vin de l'an 9 ou est-ce le vin de l'année ancienne, n'est-ce pas? Toujours est-il, n'est-ce pas? Tachimachi ni Jokin, alors Imano Gotoshi, n'est-ce pas? Jokin ni Itadeba, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant en tout cas, il n'est pas réveillé de son ivresse. Yoimada Sameze. Donc jusqu'à maintenant, il n'est pas réveillé de son ivresse. Le poète évoque donc avec affection le vieux moine qui s'évertue à exécuter son rituel avec un minimum d'apparat liturgique et malgré les vapeurs de l'alcool. La seconde citation est de Sugawara no Michizane. Il s'agit d'un long poème de 44 vers de 7 pieds, intitulé « Sur l'assemblée de pénitence, Sange-e », que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous n'aurons pas le temps de nous y arrêter, bien sûr, puisque c'est très long pour un poème chinois, et encore plus pour un poème sino-japonais, encore qu'il y en ait pas mal chez Michizane. Mais la citation en elle-même est suffisamment explicite, venant après la brève description d'un rituel simplifié, donc, où les objets liturgiques sont réduits à un brûle-parfum et une petite lampe. Voici la citation. L'encens provient de la pensée en méditation, Zenshin, Yori, Shite, et n'a nul besoin de feu. Les fleurs s'épanouissent dans les mains jointes en vénération, Gasho, et ne dépendent pas du printemps, Haru ni Yorazu. Je ne rapporte pas l'anecdote que donne Eisai à propos de ces vers, car elle présuppose leur seule citation, comme s'il s'agissait d'une improvisation de Michizane, alors qu'ils proviennent d'un non-poème. Le sens, en tout cas, est clair dans le contexte créé par l'enchaînement de Kinto. Nul besoin d'une liturgie somptueuse et compliquée, seul compte la pureté de l'intention, marquée par la ferveur avec laquelle le pratiquant joint les paumes et la profondeur de la méditation. Nous voyons ainsi les deux citations de style chinois esquisser une affirmation de la supériorité de la pensée de méditation et de la pureté d'intention, fût-elle embrumée par l'alcool, sur la rigueur liturgique. En passant aux deux derniers poèmes japonais, cette fois, nous ne nous attarderons pas sur la question de l'auteur. Le premier est attribué à Taira no Kanemori et le second aussi, bien qu'il y ait un problème sur l'attribution du premier. Taira no Kanemori, un poète connu comme l'un des 36 immortels lui aussi, et dont on possède le recueil personnel où ne figure pas ce texte. Comme nous le savons déjà, plus que l'auteur, c'est la place dans la série qui compte dans ces recueils collectifs, et nous devons nous intéresser davantage ici au contenu dans sa relation avec le contexte sériel. Voici le premier poème. Au moment où... Alors, ce aratama, qui est le mot qualificatif de toshi, n'est-ce pas, qui veut dire littéralement brut, n'est-ce pas, comme le jade non poli, mais ici, je vais l'apprendre comme à renouveler. Au moment où s'achève l'année à renouveler, les péchés que j'aurais commis auront-ils disparu sans laisser de traces? Le ton légèrement sceptique que nous décelons dans ces vers vient résonner avec le ton plaisant des vers de Pochuyi. Le poète n'est pas sûr que le rite, qui n'est pas mentionné explicitement dans notre recueil, porte les fruits qu'il espère. Et enfin, le dernier poème, qui est conservé aussi dans les glanures poétiques et bien attribué à Kanemori, nous ramène par son contenu à notre point de départ, qui était le premier waka de la rubrique hiver sous la rubrique Seibo. Vous vous souvenez, c'est le premier poème que j'ai cité. Si je les compte, ce sont années qui viennent peser sur moi. Pourquoi se hâter à les accompagner et à les accueillir? Là aussi, le ton est désabusé. Pourquoi tout ce bruit pour les fêtes de fin d'année qui ne font que marquer l'avancée de l'âge? Cela fait écho au vers de Tsurayuki face à son miroir, que nous avons vu tout à l'heure, regret de voir ainsi passer l'année, car en ce pur miroir, le reflet même que j'aperçois me fait penser au crépuscule. Nous voyons donc que le ton bouddhique de cette brève série, frappé au nom de Bouddha, est plus que discret. Il est avant tout à discerner dans l'insistance, encore une fois, sur l'impermanence, comprise essentiellement comme le caractère éphémère de la vie humaine, plutôt que comme celle des entités en général. Il semble que certains commentateurs modernes s'appuient sur la mention des cheveux blancs dans la citation de Pochuyi
pour expliquer le titre de blanc de la dernière rubrique du recueil. J'ai déjà fait allusion. Ils invoquent aussi le caractère symétrique de la position des deux rubriques, donc Butsumyo d'un côté et Haku de l'autre, chacune à la fin d'un des livres. Mais si nous admettons cette symétrie comme argument, il semble qu'elle ne fasse que renforcer l'idée que j'avais exprimée au début, selon laquelle le caractère Haku, Byaku, en lecture Gon, serait bien à prendre au sens de Mosu, s'adresser au Bouddha, Bodhisattva ou divinité, ce qui correspond le verbe Mosu, n'est-ce pas, ce qui correspond parfaitement au titre de nom de Bouddha de cette série, formant même un syntagme, Butsumyo Mosu, invoquer le nom de Bouddha. Quoi qu'il puisse en être, nous voyons se confirmer l'entrelac sémantique qui est tissé à l'intérieur du recueil. L'exemple de la neige nous a montré comment Kinto dispose ces citations de façon à les constituer en degrés résonnant entre eux et orientés vers un enseignement qui apparaît véritablement dans les waka de la fin. Nous avons vu comment Kinto joue avec l'expression, ou plutôt la non-expression de certains termes, comme le toponyme Yoshino, afin d'éviter une trop grande facilité d'interprétation, bien qu'elle se laisse malgré tout suivre d'étape en étape grâce à la rigueur de son choix. Nous avons donc fini ce parcours à travers le premier livre du Wakan Roishu, entièrement consacré aux 4 saisons. Et nous avons vu aussi comment le compilateur prenait des libertés avec les textes d'origine afin de les insérer sous des rubriques différentes de leur intention première. La seconde moitié du cours sera consacrée au second livre, dont les rubriques sont certes bien plus diversifiées, mais en même temps plus cohérentes à l'intérieur d'un même thème. Cela nous permettra de mettre mieux en lumière les procédés dialogiques instaurés dans ce recueil, dont nous pouvons déjà mesurer à quel point il fut important dans le processus séculaire d'équilibrage langagier qui commença avec la culture japonaise. Je vous remercie et à la semaine prochaine.